C'est pour le vote de grève dimanche. On aimerait ça que tu y sois. Tous les 3 ans, les travailleurs canadiens de l'automobile envoient leurs représentants syndicaux à Toronto pour négocier un nouveau contrat avec la compagnie General Motors. En 1984, alors que la région canadienne du syndicat des travailleurs unis de l'automobile installe ses bureaux à l'hôtel Royal York, personne ne s'attend à des résultats extraordinaires. Mais à la fin des négociations, l'un des plus puissants syndicats industriels de l'Amérique du Nord aura été ébranlé jusque dans ses fondements. Au centre de la rencontre, Robert White, 49 ans, directeur de la région canadienne du syndicat. Parmi les intimes de White, ses 2 adjoints administratifs, Buzz Hargrove et Bob Nickerson. Et Sam Ginden, économiste en chef et architecte des politiques de White. De l'autre côté de la frontière et à l'autre bout du fil, Owen Bieber, le président du syndicat. Je reviens de la réunion du comité. J'ai dit aux gars, on a la marge de manœuvre. Le conseil a accepté. J'essaie de faire ratifier la date par General Motors. Je suis passé par là avec Chrysler et on a perdu le contrôle sur les gars. À l'intérieur du syndicat, White a une réputation de franc-tireur. Il est directeur de la région canadienne, mais doit quand même obtenir l'autorisation du président du syndicat international à Détroit avant de fixer la date du débrayage. Cela ne fait qu'irriter un esprit indépendant comme White. Je peux pas faire ça, Owen. J'ai 2 comités ici. Il y a eu des ententes à l'échelle nationale. On est là à attendre. Ça va être le bordel ici parce que ça a pris trop de temps. Ça va être serré, mais je vais le faire. Le 17. Il a essayé de me faire remettre ça au 22. Le grand patron du syndicat, Owen Bieber, a donné son autorisation. Demain, White annoncera la date du débrayage, le 17 octobre. Les relations entre White et le syndicat international sont tendues depuis le jour où il est devenu directeur canadien en 1978. White est un homme qui aime prendre lui-même ses décisions. Il s'échauffe chaque fois que les Américains interviennent. Bieber veut que vous le rappeliez tout de suite. Go get him. Il veut peut-être que j'attende avant d'annoncer la date. Owen, just a minute. Hi. Yes. Probablement vers midi demain. Yep. Bye-bye. Il veut savoir à quelle heure pour avertir les membres du conseil d'administration. That's fair. J'ai rien contre ça. Je comprends sa position. Dans le privé, White est inquiet des pourparlers qui s'amorcent. Mais après ces longues semaines d'attente, il se sent soulagé de passer enfin à l'action. Je dois aller à Ottawa samedi pour la réunion du NPD. Dimanche, je dois courir dans La course des célébrités pour les œuvres de Et charité. lundi, on se met au travail. Les mains au volant, le pied sur l'accélérateur, et l'argent va rentrer dans le réservoir. Dans les villes comme Oshawa, en Ontario, bastion de l'industrie automobile au Canada, White est devenu une sorte de héros. À une époque où les organisations ouvrières sont attaquées de toutes parts,
White refuse obstinément de faire des concessions. Quand il demande l'appui de son syndicat pour déclencher la grève si nécessaire, la réponse est plus ou moins prévisible. Et pourtant, un homme dans la position de Phil Bennett ne peut s'empêcher d'être inquiet. Je suis comme un père sur le point d'accoucher. Bennett est le grand Manitou d'Oshawa, où se trouve le plus grand local des TUA et les travailleurs les plus mécontents. Il est aussi président du comité central de négociation du syndicat. « 94.3 en faveur de la grève. » C'est dans des endroits comme cette usine de GM à Oshawa que naît le besoin de négociations collectives. Depuis des générations, ouvriers et patrons se perçoivent l'un l'autre comme des ennemis. C'est pas une belle grande famille comme on voudrait le croire. C'est plutôt les travailleurs contre la compagnie. Les travailleurs contre le chef d'atelier. Hello, Mel. Could you get a hold of Tommy? We're out of about 4 valances down on the line. Dans une des sections de la chaîne d'assemblage, le patronat est incarné par le chef d'atelier, Fred Morris, un dur de dur de la vieille école. I can't find him right now. Sur la chaîne d'assemblage de Morris, des confrontations éclatent presque tous les jours et chaque fois le fossé se creuse davantage entre les deux parties. Danny Johnson est un haltérophile amateur qui assemble les automobiles au bout de la chaîne. Johnson et Morris sont en brouille depuis des mois. Morris veut maintenant déplacer Johnson. Danny refuse de bouger. Le contrat stipule que si un gars s'absente pour des raisons médicales ou personnelles, c'est à la page 149, paragraphe 45. Il a le droit de reprendre son poste quand il revient. Fred veut me changer de poste. Pourquoi? Il veut me rapprocher de son bureau pour me surveiller. On peut pas se sentir. One time we used to be able to, Autrefois, if he was having troubles like that, on prenait le gars, s'il y avait des problèmes ou si on avait trop de misère avec lui, et on lui donnait un travail un peu moins drôle. Il comprenait le message. C'était la vieille méthode, mais ça marchait. On peut plus faire ça. Les choses ont tellement changé. Il veut me surveiller de près. Moi, j'aime mieux être ici avec les gars. Là-bas, je serai en face de son bureau. La complexité des conventions de travail fait que Morris ne peut plus forcer Johnson à déménager. Mais Morris connaît d'autres façons d'exercer son autorité. Le chef de groupe est Brian Blakeney. Bien que syndiqué, il travaille pour Morris. Comme ils peuvent pas quitter la chaîne, il faut que quelqu'un aille chercher les choses pour eux et s'occupe d'eux. C'est plus ou moins un travail de gardien d'enfants. L'une des tâches de Blakeney est de venir en aide aux ouvriers qui doivent aller aux toilettes. Quand un homme a besoin d'aller se soulager, il sonne une cloche et Blakeney arrive à la course pour le remplacer. Du moins, en principe. Cette fois, Danny a sonné la cloche, mais personne n'est encore venu. Il a laissé 2 gars y aller sans leur poser de questions. Il va falloir que ça change ici. Ce qui est bon pour un doit être bon pour l'autre. De telles histoires, pour une question de toilette, peuvent sembler absurdes. Mais elles démontrent à quel point la vie des hommes qui travaillent sur la chaîne d'assemblage est rigoureusement contrôlée. Want to put another call in for Dan Johnson? En quelques minutes, le délégué de district est là pour écouter les griefs de Danny. Je peux pas travailler, je suis comme un prisonnier.
Pas un pouce de jeu. Je veux me battre sur son terrain. La convention à la lettre. Par sa nature même, la chaîne d'assemblage incite les travailleurs à considérer leurs patrons comme des ennemis. À la table des négociations, Bob White se bat pour accroître les privilèges des travailleurs. Dans les ateliers, c'est au délégué de district de voir à ce que ces privilèges soient respectés. Et d'année en année, le conflit s'envenime. En moins de quelques jours, des signes de rébellion commencent à se manifester. Par solidarité avec Danny, les hommes se mettent à sonner leurs cloches. Certains quittent même la chaîne. 5 appels pour l'infirmerie. 6 autres, c'est exagéré. Et tous à peu près en même temps. Juste avant l'heure du lunch, ils voulaient tous y aller. Tu peux pas tous les remplacer. C'est pas normal, ça. C'est la nôtre? On va voir ce que c'est. T'as sonné? Qui c'est qui a sonné? Alors que la tension monte, le délégué de zone, Jeff Lott, arrive au bureau de Fred Morris. Va-t'en, je veux plus rien savoir de toi. Les gars devraient pas attendre 45 minutes. Va-t'en, Jeff. Personne n'est obligé d'attendre 45 minutes, maudit, pour aller aux toilettes. C'est ta faute. C'est ta faute. Je t'ai dit qu'il fallait un autre chef dans ce groupe-là. Vas-tu t'en aller? C'est toi qui étais contre. Je t'ai dit de t'en aller. C'est toi qui étais contre. Je pars pas avant de savoir ce que tu vas faire pour régler le problème. Pouvez-vous venir à mon bureau? C'est pas un cas isolé. Ça fait 5 gars en une semaine. Morris ignore le représentant syndical et attend l'arrivée de son supérieur. Je peux vous montrer 4 gars en bas qui ont été obligés d'attendre 45 minutes pour aller aux toilettes. Il y a un gars là-bas qui a jamais quitté son poste. La semaine dernière, il a sonné. Il a attendu 45 minutes. Il est monté aux toilettes. Quand il est revenu, Fred l'a engueulé pour avoir quitté son poste. Il y a un autre gars en arrière qui a attendu 45 minutes. Je vais parler à Freddy et au remplaçant. Au chef de groupe, c'est tout ce que je peux faire. Ce sont des conflits de ce genre qui ont contribué à la situation de crise dans laquelle se trouve aujourd'hui l'industrie automobile nord-américaine. La direction de GM croit que le moment est venu de changer les choses. Toujours inquiète de voir ses profits diminuer ou de perdre sa part du marché, elle a décidé de faire de 1984 l'année où elle convaincrait les travailleurs que leur bien-être et le bien-être de la compagnie ne sont qu'une seule et même chose. Méfiants depuis des années, les travailleurs sont sceptiques et se tiennent sur leur garde. De l'autre côté de la rivière Détroit, au siège social mondial de GM, le président de la compagnie, Roger Smith, a décidé de se servir des prochaines négociations pour changer radicalement les relations entre les employés et la direction. Ça rend le travail plus intéressant et quand vous apportez votre contribution à quelque chose, c'est plus gratifiant. Smith veut implanter un système où les salaires seraient proportionnels aux profits, dans le but de forcer les ouvriers à partager les risques économiques avec la direction. Quand tout va bien, les ouvriers reçoivent des primes généreuses. Quand tout va mal, leur salaire diminue. Le 24 août, Dearborn, au Michigan. Bob White assiste à une réunion des officiers des TUA pour examiner en détail un nouveau contrat américain que le syndicat et la compagnie sont sur le point de signer. Bienvenue aux États-Unis. Le pays où il n'y a pas d'argent, paraît-il, d'après la compagnie? White n'aime pas du tout ce qu'il voit. Le nouveau contrat américain marquerait la fin des augmentations annuelles garanties du salaire horaire. Le problème que j'entrevois, c'est la direction. C'est pas une question d'argent, c'est la direction que la compagnie veut prendre. Owen Bieber, le président du syndicat, a un sérieux problème sur les bras. Près de 100 000 de ses membres sont toujours en chômage. Les emplois des Américains continuent d'être exportés outre-mer. GM prétend que la main-d'œuvre américaine coûte tout simplement trop cher. Dans la conjoncture présente, Bieber peut difficilement être en désaccord. Dans une volte-face historique, il accepte le nouveau plan de GM, abolissant ainsi les augmentations garanties de salaire horaire qui faisaient partie de la tradition depuis plus de 30 ans. De retour au Royal York pour une réunion avec son entourage immédiat,
White explique en quoi le nouveau contrat américain affectera les négociations canadiennes. Regardez la direction qu'ils prennent. Pas d'augmentation la deuxième ni à la troisième année. Dire qu'on aurait des problèmes, ce serait un euphémisme. Aux États-Unis, Bieber a sacrifié les augmentations de salaire horaire au profit de la sécurité d'emploi. C'est un compromis que les Canadiens ne se sentent pas obligés d'accepter. Il y a des tas de gars qui sont restés sans travail beaucoup plus longtemps que les nôtres. Pour eux, c'est un principe très important. Il n'y a pas de chômage chez les travailleurs canadiens de l'automobile. Les dirigeants syndicaux ne voient donc aucune raison d'abandonner les augmentations salariales traditionnelles. Pour les garder, ils ne devront pas seulement se mesurer contre General Motors, mais aussi contre les dirigeants syndicaux américains. Il n'y a pas de doute. Pour nous, l'argent est un problème. C'est inacceptable. On est mieux d'être prêt à se battre. Si la rencontre de 1984 tourne à la bagarre, Bob White devra se mesurer à Rod Andrew, le négociateur en chef pour GM Canada. Né à Dayton, en Ohio, Andrew est un ancien joueur de baseball professionnel. Comme Bob White, il est aussi fils d'ouvrier. White respecte Rod Andrew. Il croit que, contrairement à la plupart des cadres américains, Andrew comprend les réalités canadiennes. Qui plus est, White se flatte de lui avoir lui-même appris certaines de ces réalités. 25 piastres. Ton souper t'a coûté plus cher que ça hier. T'es plus cheap que je pensais. Alors qu'à Détroit, le nouveau contrat révolutionnaire est quasiment une affaire faite, à Toronto s'amorcent de sérieuses négociations. White avertit immédiatement Andrew de ne pas songer au même arrangement pour le Canada. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on désire pour le Canada. Si on commence à sentir, à la table des négociations, que c'est la direction que GM du Canada veut prendre, je peux vous assurer qu'il va y avoir confrontation. On a fait des profits, je le nie pas. Et je peux comprendre votre appréhension devant ce qui s'est négocié aux États-Unis. Mais je suis absolument convaincu qu'on n'est pas assez solide pour se permettre les choses qu'on se permettait avant. La concurrence est très forte. On n'est pas seul. On n'est pas éternel malgré ce que vous pensez. Ayant réussi à obtenir ce qu'elle voulait aux États-Unis, la compagnie GM est déterminée à faire la même chose au Canada. Bien que sa compagnie se soit remise financièrement, Rod Andrew tentera de convaincre les Canadiens que la rentabilité de GM est encore fragile. Okay, thanks. Okay, good, thanks. And Bill, you'll call me after the meeting so we can set up some firm schedules. Bob White et les travailleurs qu'il représente ne seront pas faciles à convaincre. Depuis sa fondation en 1936, le syndicat des TUA a négocié des contrats qui ont progressivement transformé ses membres en une élite dans le monde de l'industrie. Les travailleurs de l'automobile croient que leur salaire élevé n'est qu'une juste récompense pour la monotonie du travail à la chaîne. Et ils défendent leurs droits avec ardeur. Avec la grève qui se dessine, il suffit que Morris demande à ses hommes d'accélérer le travail pour qu'un conflit éclate. Comment ça, non? T'as pas compris? Je vais m'en déléguer, sinon je fais rien. Mais je t'ai demandé de le faire. Brian, fais le travail. Et lui, je le veux au bureau. Toi, t'es mieux de passer au bureau. Tu refuses d'obéir à mes ordres? Non, c'est pas ça. Alors fais ce que je t'ai demandé. Je vous l'ai dit hier quand vous êtes venu. Je vous ai dit que c'était... Je m'en fiche, c'est ce que tu m'as dit. Je sais, vous écoutez pas. Je vais appeler le délégué. Écoutez jamais de toute façon.
Royal York, la négociation piétine et Bob White commence à s'inquiéter. 2 semaines plus tôt, il a averti Rod Andrew de ne pas essayer de lui refiler un arrangement à l'américaine. Le négociateur de GM est depuis resté évasif sur les intentions de la compagnie. À une semaine du débrayage, Andrew fait finalement monter White à sa chambre pour lui dévoiler la première offre de la compagnie. How are you? Good to see you. This is what we're going to show you today across the table. It contains basically every aspect of the things that you're going to... White examine le document avec Andrew et le directeur syndical voit ses pires craintes se concrétiser. GM tient tête. La compagnie a l'intention d'imposer aux Canadiens une variante du contrat américain. I'll say a few words about it. It's like you're tracking the U.S. monetary thing, eh? It's tracking the U.S. monetary thing. Oh, we got some problems, but okay. Okay. Yep. See you down there. All right. See you. White quitte la chambre d'Andrew, stupéfié. Il sait maintenant que pour obtenir l'augmentation salariale traditionnelle, il lui faudra mener une lutte acharnée. J'ai dit à M. Andrews ce matin à la table des négociations, et je le répète, à moins d'un changement fondamental de direction, ce sera presque impossible d'éviter la grève le 17 octobre. Comme il fallait s'y attendre, le comité de négociation avait rejeté l'offre de la compagnie presque au moment même où elle avait été déposée. Tous ces hommes aguerris au jeu politique sont d'anciens travailleurs élus directement par les membres du syndicat. Ce contrat met leur carrière en jeu. Si les hommes de troupe n'aiment pas ce que le comité leur ramène, chacun d'entre eux, y compris le président Phil Bennett, pourrait se retrouver à poser des boulons sur la chaîne d'assemblage après les prochaines élections. Yeah. I got the impression the other day when we met with Andrews, when he talked about people's expectations. John Clout est le chef syndical de l'usine de St. Catharines. Intelligent et peu enclin au compromis, Clout représente pour White la principale opposition au sein du comité. Dans les usines, les directeurs croient que la grève va avoir lieu. Est-ce qu'Andrew t'a donné l'impression de penser la même chose? Hier soir, il m'a dit pour la première fois qu'on ne pouvait pas faire ça avant mercredi, qu'on se retrouverait en grève. Je vais être honnête avec vous, les gars. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Tu fais mieux de comprendre, t'es pas chez Chrysler ici. Si vous vous mettez en grève, ça va vous coûter mauditement cher en emploi dans tout le pays. » S'ils s'imaginent qu'après quelques jours de grève, ils vont pouvoir nous vendre ce qu'ils veulent nous vendre, je peux te dire qu'ils connaissent mal nos gars. Comme GM vient de déclarer les plus gros profits de son histoire, le comité sait que les travailleurs s'attendent à une grosse augmentation de salaire. Des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de la première offre. Les hommes ne sont pas contents. Ils ne veulent entendre parler ni de primes ni de partage des profits. Contrairement à leurs confrères américains, ils veulent une augmentation du salaire horaire comme ils en ont toujours eu. C'est de l'argent que je veux. Comme ça, tu sais ce que t'as. Avec le partage des profits, tu sais pas ce que tu auras à la fin de l'année. Tandis que si on t'augmente de 40 cents de l'heure, tu sais qu'à la fin de l'année, tu l'auras ton 40 cents. Pour Al Westlake, accepter le système de primes que suggère GM, ce serait faire encore des concessions comme en ont fait les travailleurs en 1982, dans le but de sauver leur emploi. Les travailleurs américains les ont faites, ces concessions, et ça ne les a pas aidés. Même si GM connaît présentement des profits records, bon nombre d'Américains sont toujours en chômage. On en a fait des concessions dans le dernier contrat pour sauver ce qu'on a aujourd'hui. Puis là, ils veulent qu'on en fasse d'autres. Regardez combien de travailleurs américains sont sans job aujourd'hui.
Il y en a encore beaucoup en chômage, ça n'a pas sauvé le job. En fin de compte, les ouvriers canadiens refusent de sacrifier leur augmentation salariale traditionnelle en faveur d'un système de primes parce qu'ils se sentiraient dépendants des bonnes intentions de la compagnie. Jusqu'où on peut faire confiance à GM? À 2 jours du débrayage, GM offre toujours une variante du contrat américain. Si la compagnie ne modifie pas sa position dans les 48 heures, les TUA se retrouveront sur les lignes de piquetage. L'impact d'une grève se ferait sentir à la grandeur du pays, et Bob White le sait. Les experts avancent qu'une grève du TUA pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ces 2 dernières années, l'industrie automobile a en effet largement contribué à la relance économique. General Motors, par exemple, n'a jamais fait autant de profit. La main-d'œuvre coûte moins cher ici que sur les lignes d'assemblage américaines. Les travailleurs soutiennent que la compagnie peut se permettre de leur offrir un contrat spécifiquement canadien. Pendant que la tension monte à l'extérieur, à l'intérieur, White est attaqué de toutes parts. La grève canadienne fera fermer des usines américaines d'ici quelques jours. Inquiet, le président du syndicat Owen Bieber téléphone à White. Il veut savoir pourquoi les pourparlers ont abouti à cette impasse. Je ne vais pas d'un arrangement que mon syndicat approuverait pas. Je n'ai pas l'intention de démanteler le syndicat. Je sais où je m'en vais. Je suis un négociateur responsable. Je vais essayer de régler ça avant mercredi. Sinon, je ne lâcherai pas tant que ce ne sera pas réglé. Je connais mon affaire. Je comprends. La dernière chose que je veux, c'est que ça affecte le salaire des travailleurs américains. OK. Ticker. Ça commence à se corser. Try. Tu as bien parlé. Il s'est échauffé un peu, hein? Il s'énerve plus que Rod Andrew. Son point de vue, c'est qu'il doit tenir compte de tout le syndicat. Si on se met en grève, ça affectera tout le monde. Je lui ai dit que je comprenais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'autoriserait pas la grève? Il va nous couper les vivres? C'est ce qu'il insinue. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Tout ce que je sais, c'est que mercredi, on passe à l'attaque. Mais White comprend parfaitement le pouvoir que Bieber a sur lui. En tant que président, Bieber pourrait retirer aux Canadiens le droit de grève et leur interdire l'accès à la caisse de grève du syndicat, une caisse de 500 millions de dollars. Pour White, la pression continue de monter. Rod Andrew lui rappelle qu'une grève canadienne affectera rapidement l'industrie automobile nord-américaine au complet. L'autre chose intéressante qu'il m'a dite, c'est qu'après 3 jours de grève, on commencerait à affecter sérieusement le fonctionnement de Ford aux États-Unis. Ford. So this thing's getting a little more... Bientôt, ça va être le tour de la Bulgarie, l'Éthiopie, l'usine de Nasser en Égypte. Si on la fermait, celle-là, ça serait le comble. Elle est déjà fermée de toute façon. Quand ils vont commencer à fermer des usines aux États-Unis, on va recevoir des téléphones. Comme je disais, on va recevoir des téléphones. Vous pensez que je sais pas de quoi je parle? Vous allez finir par me croire un jour. Rod Andrew a téléphoné. Il y a une grève sauvage à l'usine de camions d'Oshawa. OK. Got a work stoppage at the truck plant? Faut faire retourner les gars d'Oshawa au travail. Avec la grève sauvage, White voit ses pires craintes ressurgir. Elle pourrait inciter tous les travailleurs canadiens chez GM à quitter leur poste plus tôt que prévu. Et si White doit avoir une confrontation avec Owen Bieber, il est de toute nécessité qu'il garde la main haute sur les usines. Bennett s'empresse de rétablir l'ordre chez les syndiqués d'Oshawa à 35 000 de Toronto. Let me just say a couple of things about this because, you know, I'm not going to... Je ne vais pas vous raconter tous les coups de fil que je reçois.
Mais je peux vous dire que les temps sont durs. Il faut bien comprendre ce qui se passe. J'ai obtenu l'autorisation de grève. Le débrayage doit avoir lieu mercredi, à midi. Si quelqu'un vient foutre le bordel et que les gars débrayent avant, vous jouez exactement le même maudit jeu que certains veulent nous faire jouer. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si les usines se vident et qu'on perd notre autorisation de grève, j'aurais pu la situation en main. Sans l'avoir voulu, White est devenu la victime de circonstances qui lui échappent. GM est intransigeante. Les négociations en sont à une impasse. Dans la coulisse, Owen Bieber menace d'intervenir. Et maintenant, dans les usines, on commence à s'agiter. Il nous reste quoi? 48 heures? Dans 48 heures, on débraye. Phone. Somebody. Phone. À Oshawa, la grève sauvage a été étouffée. Mais les travailleurs sont tendus à l'approche de leur première grève contre GM depuis 1970. À 2 jours du débrayage, sur la chaîne d'assemblage de Fred Morris, l'atmosphère est à la mutinerie, encore plus que d'habitude. Je t'en ai parlé l'autre soir, si t'en es pas occupé? Je pensais que c'était réglé, cette affaire-là. La confusion qui règne dans l'usine rend Al Westlack furieux. Mécanicien sur la chaîne de Morris, sa tâche est de réparer les erreurs des autres. Et les erreurs se font de plus en plus fréquentes. C'est ridicule! Fais quelque chose! Je t'ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. Toujours le même problème. Je vais voir ce que je peux faire. C'est comme pour le gars là-bas, tu te croises les bras et tu fais rien. He's still sitting in the same position. On est maintenant à 24 heures de la grève. Ni General Motors ni Bob White n'ont modifié leur position. Owen Bieber téléphone encore de Détroit et exige des explications. Jusqu'ici, nos motifs de grève, c'est le coefficient annuel de croissance, les pauses, les ententes locales, les conditions de travail, etc. C'est à peu près la liste pour l'instant. Le coup de fil de Bieber irrite White. Bieber semble mettre en doute à la fois sa compétence et son droit de mener des négociations distinctes pour les Canadiens. C'est les questions fondamentales auxquelles il va falloir s'attaquer. J'ai pas envie de recommencer ça tous les 2 ou 3 ans. Il n'y en est pas question. Me battre avec mes propres gars pour en arriver à un arrangement. Je comprends ça. I will. OK. Il va soumettre la question à l'exécutif. Bieber convoque pour l'après-midi une réunion de l'exécutif syndical pour décider si l'on devrait retirer ou non l'autorisation de grève aux Canadiens. White a délégué son lieutenant québécois, Claude Ducharme, pour assister à la réunion de Bieber. 10 heures plus tard, Ducharme rapporte de Détroit des nouvelles inquiétantes. White n'a pas d'alliés parmi les autres membres de l'exécutif. Cass Stevenson a dit que tu l'as déçu. Parce qu'apparemment, t'es un as dans les négociations type. Et maintenant, t'es laisse tomber. E. Flynn a dit que c'était le même syndicat pour tout le monde et qu'il était temps que certains l'apprennent. Aucun membre de l'exécutif syndical n'est prêt à plaider en faveur de Bob White. Il semble maintenant à peu près certain qu'on lui retirera l'autorisation de grève. Demain matin, l'exécutif prendra sa décision finale. Ils vont prendre leur décision demain. Qu'ils l'apprennent. Qu'ils l'apprennent. On débraye demain midi.
Il va nous retirer l'autorisation avant qu'on débraye. Il peut pas faire ça. Il va s'en occuper demain matin? Peut-être. Il va téléphoner à Bob. J'ai dit qu'il le ferait. Il va parler à l'exécutif, puis nous retirer l'autorisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fonce? On débraye. Ayant entendu à la toute dernière minute, Rod Andrew dépose sur la table l'offre finale de GM. Prévoyant l'échec des négociations, les médias se rassemblent à l'extérieur de la salle du caucus. Qu'est-ce que vous avez dit à ces messieurs? Il faut attendre la réaction du syndicat. Vous leur avez fait une nouvelle offre? Oui. Est-ce que la grève peut être évitée? C'est pratiquement impossible. John Sinclair. Le comité rejette à l'unanimité l'offre d'Andrew, la qualifiant de duplicata de la première. Jamais, jamais, j'oserais recommander une pareille cochonnerie à mes membres du local 222. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a proposé. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai l'impression qu'ils veulent pas le régler, le maudit problème. Je compte à 100%. La grève semble maintenant inévitable et White informe le comité de la menace d'une intervention américaine. La décision n'est pas encore prise. L'exécutif a été avisé cet après-midi. Il pourrait avoir à décider demain s'il faut autoriser ou non la grève au Canada. Moi, je tiens à ce que ce soit parfaitement clair. Toutes les maudites usines se vident demain à midi pile. Mais White se trompe. 16 heures avant le débrayage, des dissidents syndicaux entraînent les travailleurs d'Oshawa et déclenchent une grève sauvage. La nouvelle de la grève sauvage est un dur coup pour le comité. Au moment même où les travailleurs ont le plus besoin d'être unis, ils sont divisés par des rivalités de base politique locale. Ils ont sorti les pancartes. Toutes les usines sont vides sauf une. J'espère qu'ils militeront autant à Noël qu'ils le font ce soir. Ça nous nuit beaucoup, mais je ne fais pas de serment à personne. Il n'y a plus rien à faire. La grève sauvage est particulièrement désastreuse pour Phil Bennett. Oshawa est son fief personnel et il en a perdu le contrôle. Il faut que tu leur dises qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut que l'équipe de jour rentre demain matin. Il faudrait que les leaders soient là demain matin. Ils sont déjà là. Jésus-Christ en personne ne pourrait pas faire retourner les gars au travail. Je parle de demain matin. Moi aussi, je parle de demain matin. Si quelqu'un fait pas sa job, c'est nous autres. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va savoir à Sainte-Catherine? Si quelqu'un leur téléphone, qu'est-ce que je fais si Sainte-Catherine suit? À cause de cette merde-là? Même si j'y allais demain matin avec John Sinclair et tous les membres du comité, qui sont élus, il n'y en a pas un maudit qui remettrait un pied dans l'usine. Je te le dis, John. Je suis honnête avec toi. Il y a des imbéciles qui sont allés leur faire croire que pour nous aider ici, à la table des négociations à Toronto, il fallait qu'ils débrayent avant. Je me sens plus mal que n'importe qui ici. Je vous le dis, les gars. Ça fait 2 mois que je suis allongé sur mon maudit lit en haut et que je reçois des appels. Ils organisent des réunions syndicales et je les sens, à 35 000 d'ici, essayer d'avoir ma peau. Ils me fourraient politiquement. Mais c'est pas moi qui sont en train de fourrer. Non, c'est pas moi. Ils sont en train de fourrer les membres. Ils jouent avec les membres. Essayons de ne pas nous sauter à la gorge. C'est une situation difficile. Les leaders devraient au moins essayer d'annoncer que les usines doivent fonctionner jusqu'à midi demain. C'est le syndicat local qui a cette responsabilité-là. Le geste des travailleurs met sérieusement en danger les négociations de Toronto.
Le président Phil Bennett a exhorté l'équipe de jour à se présenter au travail. Mais l'appel arrive trop tard. Quand l'équipe de jour se présente le lendemain matin, les feux brûlent toujours et l'entrée de l'usine est barricadée. Une heure avant l'annonce officielle du débrayage, White et Bieber ont au téléphone un entretien orageux. C'est juste d'en arriver à une entente, mon ami. White attendait ce moment avec impatience. Le syndicat américain refusera-t-il aux Canadiens le droit de se mettre en grève contre GM? Il va y avoir une grève. Je sais pas où ça va nous mener, mais il va y en avoir une. Si Bieber a l'intention d'agir, c'est maintenant ou jamais. Pressé par White, Bieber menace. Il retirera aux Canadiens leur droit de grève si la seule réclamation de White est d'obtenir une augmentation du salaire horaire pour chaque année du contrat. C'est pas la seule réclamation. Il y en a d'autres, et on réglera pas ça aujourd'hui avant midi. Je comprends ce que tu dis. Vous devez prendre une décision si on en vient là. That's fine. OK. Bye-bye. Il est pas content, le président. Hi. Morning. Par miracle, White se voit accorder un sursis. Quand il a défié Owen Bieber de tirer, Bieber n'a pas appuyé sur la gâchette. Il n'a pas retiré le droit de grève. Jusqu'à maintenant. Dans quelques instants, les travailleurs canadiens de l'automobile se mettront en grève contre la plus grande compagnie du monde, en désaccord sur un principe de base des syndicats ouvriers, le droit des travailleurs à une amélioration toujours accrue de leur niveau de vie. Essayons de nous entendre. Il y a eu assez de batailles ici ce matin. À midi, aujourd'hui, commencera la première grève canadienne contre General Motors en 14 ans. Nous avons reçu une autre offre de GM hier, mais elle était presque identique à celle d'il y a 10 jours. J'ai parlé à M. Bieber ce matin et je l'ai mis au courant de la situation. Il faut trouver une solution au problème canadien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bonjour, vous avez bien dormi? À Oshawa, après 24 heures de piquetage, les choses se gâtent et le vandalisme éclate. À Toronto, Phil Bennett agit rapidement pour étouffer l'émeute. Qu'ils prennent un camion pour remorquer ça. C'est pas à toi de le faire, John. Il y a des caméras de télévision. Qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus fous. Des vrais chiens. Ils ont pissé sur la boîte du Globe and Mail. Je veux que ça cesse immédiatement. Je veux plus aucune folie d'aucune sorte. Tu comprends? Je veux que tout le monde se tienne, se donne la main pour arrêter tout ça. Ils sont allés jusqu'à agresser les femmes qui étaient là ce matin. Il paraît qu'il y avait une femme enceinte et ils l'ont poussée. Ils ont crié des obscénités. Il y en a même qui ont montré leur pénis aux femmes qui passaient. Ils sont devenus fous. Ils ont brûlé une auto. Ils l'ont tiré jusqu'à la barrière et ils y ont mis le feu. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse tout de suite. Avec la fermeture de l'usine, la tension monte dramatiquement au Royal York. White apprend que Roger Smith, le président de la compagnie, est intervenu directement dans les pourparlers. Pour réduire les coûts de sa main-d'œuvre, le président de GM est prêt à mater les Canadiens et il ordonne à Rod Andrew d'en informer Bob White. Il vient de me téléphoner il y a 5 minutes. Roger Smith lui a dit qu'il n'était absolument pas question
Ils offrent autre chose que des primes pour la deuxième et troisième année. S'il faut faire comme en 70, on fera comme en 70. Ça voudra dire des pertes d'emplois, des investissements de moins au pays, et la compagnie n'a absolument pas l'intention d'accorder des augmentations sur un taux de tant de cents à l'heure ou tel pourcentage, les deuxième et troisième années du contrat. Il n'est pas question, il joue dur. Si Roger Smith dit ça, c'est qu'il le pense. Je vous le dis, les gars, je veux que vous sachiez ce qui se passe. Ils m'ont menacé aujourd'hui de vendre l'usine de diesel, de fermer l'usine de Sainte-Thérèse. Le comité est alarmé. Il croit que si Smith se montre aussi dur, c'est qu'il est convaincu qu'Owen Beaver refusera aux Canadiens leur droit de grève. Et la caisse de grève? J'ai réglé ça avec Andrew. Je lui ai dit, si t'entends des rumeurs à ce sujet-là, t'inquiète pas. J'ai 10 millions dans ma poche qui me viennent du CTC. La grève se fera. C'est pas un problème. J'ai pas une scène, mais on s'arrangera. En dehors du comité, White et ses acolytes sont très inquiets. Ils ont maintenant la certitude que GM compte sur Owen Beaver pour faire avorter leur grève. Ils comptent sur le grand patron pour interdire la grève. Ils veulent que quelqu'un règle ça à leur place. Ils s'attendent à ce que la grève soit interdite. Un jour à la fois. Le party n'est pas fini tant que la dernière valse n'a pas été jouée. Phil, qu'est-ce que t'en dis? Avant de te connaître, j'avais pas de problème. Mais depuis que je te connais, je suis dans la merde jusqu'au cou. Turn out the lights, the party's over. Ce soir-là, White et ses hommes se voient forcés d'admettre une pénible vérité. Ils ne peuvent se battre en même temps contre Roger Smith et Owen Beaver. S'ils veulent en arriver à une entente made in Canada, ils doivent faire la paix avec le président américain des TUA. Turn up the lights, the party's over. Dépêche-toi de charger tes dépenses, Hélène. Hello. Pour s'assurer la collaboration d'Owen Beaver, les Canadiens devront renoncer à leur réclamation première, du moins symboliquement. White suggère donc de camoufler le CAC, le coefficient annuel de croissance, dans le salaire horaire, et ce, en l'appelant autrement. C'est exactement ce que j'essaie de faire. J'étais prêt à appeler ça la MAC. La maudite augmentation canadienne. Beaver accepte le stratagème de White. 4 point what? 1% or 4.2%? Right. Wait, under this? No, the 38 cents. Pendant les jours qui suivent, ils préparent leur coup. Leur réclamation est fondamentalement différente de celle des Américains. Mais Beaver, heureux de pouvoir sauver la face, accepte de la vendre à Roger Smith. Il laisse entendre à White que la chose ne sera pas facile. White lui rappelle que si son candidat à la présidence du syndicat avait été élu, Beaver n'aurait pas ce problème. Si Majorich avait été élu, t'aurais pas à t'en faire. D'accord, parlons pas de ça. Okay, time. Okay, On m'a dit qu'elle allait lui mettre ça bien clair au bâtard de Smith. C'est ça que les Canadiens veulent, sinon la grève. Vous autres, faites votre job. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Qu'est-ce qu'on a à se serrer la main? C'est pas encore passé au comité. La menace d'une bataille à l'intérieur du syndicat est maintenant écartée. Mais la négociation piétine toujours. Espérant que White n'aura pas l'appui général à l'intérieur du syndicat, Rod Andrew convoque une réunion de tout le comité pour voir s'il n'y aurait pas de dissidents. 2 heures plus tard, il quitte la salle, abasourdi. Le comité appuie White à 100%, faisant montre d'une extraordinaire solidarité. Et ça progresse? Non, pas encore.
C'est une réunion très importante. Je comprends, il faut aller jusqu'au bout. J'y crois. Mais je veux juste leur donner un petit cours d'histoire. On va se serrer les fesses pendant quelques heures. On va bien voir ce qui arrivera. Il va peut-être falloir jouer dur plus tard aujourd'hui. Je suis fier du comité. Continuons comme ça. Pas de panique. J'adore ça. Parce qu'on a absolument raison. Quand vous les voyez se battre autant pour une question de scène, vous ne croyez pas qu'ils comprennent ce que ça veut dire pour les travailleurs? Je savais pas que tu avais eu ton chèque de 10 millions. Andrew se rend compte que le syndicat ne s'en laissera pas imposer et fait à White une nouvelle proposition pour mettre fin à l'impasse. Mais White n'est pas intéressé. Son propre président est en train de négocier directement avec le numéro 1 de la compagnie à Détroit. Il ne voit pas d'intérêt à négocier avec Andrew à Toronto. Ça marche pas. Je me mêle pas de ça. Touche pas à ça, t'as raison. Je m'en mêle pas. Il est parfaitement coincé, le bonhomme. Il a voulu s'en mêler, on le tient. Viens nous voir. Viens nous voir. Je vais aller prendre ma douche, me détendre, me raser, me préparer pour une belle soirée. J'ai plus confiance ce soir que je l'ai jamais été. On va sortir du pétrin. Sentant que Bieber est sur le point de lui obtenir un accord à Détroit, White demande au comité de ne pas s'éloigner de l'hôtel. Aucun de ces hommes ne connaît le contenu de l'entente que White a négociée. Dans son compte-rendu, White reste volontairement vague. Après avoir été tenu 4 mois dans l'ignorance, John Cloud commence à se révolter. Je suis censé faire partie du comité central et je sais même pas où on en est sur la question des salaires. Ça peut faire pour un bout de temps, mais il serait mauditement temps que je le sache. Je connais ma position, mais je suis pas sûr que ce soit la même que celle du syndicat. Si j'obtiens ce que je veux, John, tu vas voir que je vous ai pas vendu. Je crois que je la connais, votre position. Tu l'as exprimée. Si je vous ai vendu, les gars, refusez-la, la maudite offre, et la grève continuera. Pendant 3 jours, les Canadiens s'attendent à voir l'impasse se dénouer d'un moment à l'autre. Mais ils sont toujours sans nouvelles. Tout à coup, White reçoit un coup de fil de Détroit. Mais ce n'est pas de la part d'Owen Bieber. White apprend d'une source secrète à l'intérieur du syndicat une nouvelle qui change dramatiquement le cours des événements. Owen Bieber lui joue dans le dos. Incapable de vendre le package canadien tel quel, Bieber est en train de négocier une variante du contrat américain, sans la permission de White. On s'en fait passer une belle. J'ai toutes les informations. J'étalerai tout au grand jour s'il le faut. Puis t'en as même pas dit un maudit mot. Je vais laisser couver ça un petit peu aujourd'hui pour voir d'où ça vient. J'ai l'impression qu'ils vont m'appeler de là-bas pour me dire c'est le mieux qu'on peut faire. Je veux dire pas question. White a été averti qu'après avoir négocié sans lui, Bieber lui téléphonerait pour essayer d'avoir son approbation. Le grand boss devrait déjà avoir téléphoné. Je suis tellement déçu de ma propre organisation. Bob Owens on line 3. White écoute Bieber sans broncher. Il ne lui laisse pas voir qu'il se sent trompé. Je m'en occupe. Thanks.
L'entente que Bieber a négociée parle de primes, exactement ce que White a juré de ne pas accepter pour les Canadiens. C'est leur offre finale? Non, il est prêt à retourner voir Smith. Je crois que c'est à peu près final, parce que s'il retourne, c'est là que ça va se décider. Coincé, White se rend au 13e étage. Il doit agir rapidement, sinon il sera forcé d'accepter l'entente de Détroit. Il lui reste une dernière carte à jouer. Et curieusement, cette carte, c'est Rod Andrew. White est convaincu qu'Andrew lui permettra de garder les augmentations de salaire horaire au Canada, s'il est prêt à payer le prix. Le problème est très simple, qu'il m'a dit. Tu tiens à ton principe, tu vas payer. Vous ne pouvez pas tout avoir. La meilleure chose, c'est de s'entendre là-dessus. S'ils nous offrent quelques sous de moins, je continue de discuter avec eux. Au moins, ce sera ça d'acquis. Les gars, vous comprenez que ça veut dire la fin du syndicat international. Parce que Owen Bieber va capoter. Il va capoter. On n'a pas le choix. En acceptant la proposition d'Andrew, White sait très bien qu'il est en terrain dangereux. Non seulement joue-t-il dans le dos de Bieber, mais il met à l'épreuve l'appui de son syndicat. Pour garder les augmentations salariales au Canada, il devra se contenter de beaucoup moins d'argent qu'en espèrent les membres. Et le syndicat pourrait se révolter. On essaie de garder notre sang-froid, d'accord? Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? C'est toi que je visais. Tu peux me surveiller, toi aussi. Mais une dernière surprise attend Bob White. En prenant connaissance de la nouvelle offre d'Andrew, rien ne va plus. GM offre encore moins d'argent que ce à quoi il pouvait s'attendre. J'ai dit, essaie pas de me refiler ça. C'est pas question qu'on joue ce jeu-là. Je sais ce qui se passe. Pas aujourd'hui. Je suis pas à vendre aujourd'hui. Il a dit, tu demandes 50 cents de trop l'heure. J'ai dit, fais-moi pas perdre mon temps. Tu vas avoir une autre opinion de Rod Andrew avant la fin des négociations. Ça m'inquiète pas. de ce que je te dis là. Ça m'inquiète pas, je sais ce qui se passe. Je l'ai regardé dans les yeux, et lui aussi il a compris. C'est pas un problème pour moi. Rod Andrew pour vous. Je vais au caucus à 8 heures. Quand est-ce que tu veux déposer ta cochonnerie sur la table? Ce sera pas ce soir. Si ça te va, pour 10 heures demain matin, on dépose ta cochonnerie et les négociations sont finies. Et on est tous dans le même bateau. La stratégie de White s'est effondrée. Il sera probablement forcé d'entraîner les travailleurs dans une grève qui risque d'être longue et douloureuse. Il est possible que Détroit ne fournisse aucun support financier et probable que GM ferme des usines au pays. Peut-être à jamais. Tout ça ne veut plus rien dire, Sam. On efface tous les chiffres du tableau. White est blessé, mais refuse de se rendre. Il affronte Owen Bieber avec la seule arme qui lui reste. Ces hommes sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ils vont nous faire payer pour ça, c'est sûr, mais pas aujourd'hui. Peut-être à Noël ou dans un mois, mais pas aujourd'hui.
Au début de la semaine prochaine, je te préviens, je vais le coincer, cet enfant de chienne-là. Moi, je sais que Roger Smith n'est pas facile. Je sais que ça va nous coûter des jobs, mais je vais le coincer en fin de semaine. J'ai dit à Andrew que quand j'aurai ma contre-offre, ça peut prendre 6 semaines avant qu'on ait une autre réunion. GM peut pas gagner. Je vais m'envelopper dans le maudit drapeau canadien s'il le faut. Les multinationales avec Roger Smith et leurs 146 % de profit, j'en ai parlé de tout ça. J'en ai parlé. On va payer mauditement cher. Oui, mauditement cher. Mais on reculera pas. Je pourrais le dire à Roger Smith en pleine face. On reculera pas pour 5 ou 10 cents. À 10 heures demain matin, je rencontre Andrew et je lui dis que les négociations sont finies. Okay, thanks. Very good. Il pourra pas dire que tu tiens tranquille cette fois-là. T'as mauditement raison. Ils vont s'apercevoir, mes amis, que je joue pas au fou. J'ai tout essayé. Ils ont changé les cartes une couple de fois. Ils ont joué de leur côté. J'ai joué à gauche, à droite, dans le milieu. Je pensais faire avancer les choses et je l'ai fait. Pas assez. Ensuite, ils ont encore changé les cartes. Je leur ai dit, moi, je joue plus ce jeu-là, les gars. Quand on met la main dans le chapeau, il y a un lapin. Quand on a sorti le lapin, il y a un autre chapeau avec un autre lapin dedans. Je joue pas à ce petit jeu-là. Je m'en fiche de vos coups, de vos chiffres. Ce qui compte, c'est que les usines sont vides et GM n'a pas l'air de comprendre qu'elles vont rester vides. J'ai dit à Bieber, j'en sortirai peut-être les cheveux blancs, mais ce sera pour m'être battu contre la maudite compagnie, pas pour avoir négocié des ententes qui vont faire que mes gars me découperont en morceaux. J'ai aucune garantie. C'est pas le garage de Joe Intel, comme je dis toujours. C'est une maudite compagnie traite. Des enfants de chiennes. Et ils vont serrer la vis. Faites-vous pas d'illusions. Faites-vous pas d'illusions. Ça va en être une classique, celle-là. On va être sûr d'avoir le syndicat de notre côté. J'ai dit à Bieber la même chose qu'à Andrew, que j'allais m'envelopper dans le drapeau canadien. J'ai parlé de Roger Smith et de son 146 %, de l'argent que la compagnie a fait et de ce que les travailleurs ont perdu. J'ai dit, si je gagne pas les travailleurs avec ça, je serai plus directeur du syndicat, vous vous arrangerez. On va la gagner, celle-là. Maintenant, en complet désaccord, le syndicat et la compagnie voient se dessiner les conséquences d'une longue grève. Pour les syndiqués, des semaines, peut-être des mois, sur les lignes de piquetage. Pour la compagnie, des usines inactives et des pertes quotidiennes de plusieurs millions de dollars. Qui cédera le premier? Au dernier moment, dans un revirement inattendu, GM recule. Roger Smith fléchit. Bob White ne bronche pas. Au matin du 8e jour de grève, Andrew téléphone à White et accepte ses conditions. GM offre aux Canadiens une augmentation de leur salaire horaire. La première année. Et la troisième? Il va aller jusque-là? C'est entre toi et moi. On va les avoir, les gars. On va les avoir aujourd'hui même. Là, mon gars, ils savent que tu niaises pas. Ils le savent sûrement. Ils aimeraient sûrement ça pouvoir te casser la gueule. Maudits qui doivent taillir. Je suis pas là pour me faire aimer. Ils vont me respecter. Le marché presque conclu, White a encore une dernière bataille à livrer, convaincre le comité. La chose ne sera pas facile. White le sait et se cuirasse pour l'affrontement. J'ai besoin d'une douche.
Je vais me rafraîchir, de me raser. Il me faudrait au moins 5 coques pour me donner de l'énergie. Faut tenir le coup encore quelques jours, les gars. White est peut-être sur le point de faire une déclaration historique en osant dire aux Américains que les travailleurs canadiens ont le droit de décider de leur propre avenir. En entrant dans la salle du caucus, White sait qu'avant de savourer sa victoire, il doit d'abord prouver aux membres qu'il ne les a pas vendus pour y parvenir. D'où est-ce qu'ils sortent tous? J'hésite pas à le dire à tout le monde ici. Vous aimerez peut-être pas les montants, et on peut se battre là-dessus. Mais il n'y a pas le moindre doute. On a fait un pas extrêmement important en ce qui concerne les primes, et si oui ou non les travailleurs vont voir de façon continue une augmentation sur leur chèque de paye. Pendant que White négociait de son côté, les membres du comité continuaient de caresser certains espoirs. Ils tiennent toujours à leur augmentation traditionnelle minimum de 3 %. White leur revient avec seulement 2,25 %. Pour leur faire accepter le marché, il devra leur rappeler la dure réalité économique des années 80. General Motors dit peut-être que c'est son offre finale, mais je les crois pas. Non, je les crois pas. Fais-moi confiance, Bob. J'aimerais bien ça, mais je vais probablement faire partie des retraités dans un an. Puis je vais te dire le fond de ma pensée. J'ai pas envie de renoncer à mon 3 %. On l'a eu pendant des années puis des années. Puis je veux pas que mon garçon ou mes gendres ou n'importe qui soit obligé d'y renoncer. Avec les années, ils nous ont fait reculer, puis reculer, puis reculer. Puis si on additionnait tous les pouces qu'on a perdus, rien que ça, ce serait assez pour se mettre en grève. J'attaque personne. Je comprends. Je comprends ce que vous ressentez. Mais si quelqu'un me demande, c'est bel et bien leur offre finale, peux-tu continuer et obtenir 3, 3 et 3, mes amis? La réponse est non. Écoute, Bob, j'apprécie ce que tu as fait, mais il faut que ce soit 3, 3 et 3. Alors moi, présentement, je vote non. Moi aussi, je suis contre. Il y a trop de choses qui en dépendent. On s'est mis des maudits beaux pétrins, laissez-moi vous dire ça. Dans les rangs des dissidents, le dernier à prendre la parole est John Cloud. Moi, je sais pas. Il me semble qu'on a le dessus dans le moment. Ils sont mauditement mal pris. Il n'a peut-être pas le vernis de White, mais c'est le seul membre du comité capable de monter ses collègues contre le chef des TUA. Pour gagner le comité, White devra neutraliser John Cloud. Il faut que ça change. Ça peut pas rester comme ça. Et on trahit nos gars. Si on accepte cette cochonnerie-là et qu'on arrête la grève comme ça, rien que 5 jours de grève et déjà on part en peur. Je me demande ce qui se passe ici. C'est sûr qu'il y en a de maudits gangs qui pensent comme moi. Je vais te dire une chose, John. Faut qu'on règle ça tous les deux. C'est une chose de me dire que j'ai plus ou moins raté mon coup. Mais viens jamais me dire d'en face que je trahis les gars avec cette proposition-là. J'ai pas dit ça. Oui, tu le dis. On est aussi bien de partir du bon pied, toi et moi. Je me présente devant le comité avec cette recommandation-là. Et je trahis pas les gars en le faisant. Toi et moi, on peut ne pas être d'accord sur le contenu, mais viens jamais me dire d'en face que je trahis les gars, mon vieux, parce que t'as menti. Regardons la réalité en face. Prenons l'usine de John Cloud, par exemple. Penses-tu que t'auras pas de gars qui vont perdre leur job si la grève dure un mois? Tu connais la réponse. Je l'ai eu la réponse, moi, puis tu le sais. Et regarde ce que Rod Andrew va faire demain. Il va rencontrer la presse et dire... Bob White dit qu'il a conclu une entente. Qu'est-ce qu'il voulait? Augmentation de salaire. Plus d'argent que dans le contrat américain. Pas de prime? Pas de prime dans l'entente. Indexation au coût de la vie? Une nouvelle formule, la meilleure de toute l'industrie canadienne. 74 cents, c'est pas de l'argent, ça? Et les Américains? Penses-tu qu'on va recevoir des télégrammes des travailleurs américains disant « Continuez, les gars, vous l'avez, l'affaire. » C'est pas trahir des gars, ça. Si c'est les trahir, John, j'irai avec toi les rencontrer. Ce qui serait les trahir, ce serait de les laisser en grève encore un mois. Ensuite, d'aller leur dire « Vous savez ce qu'on a fait, les gars? On les tenait par les couilles. On vous a obtenu 3 % de plus pour la 2e année.
On vous a obtenu 15 cents de plus. On est bon en maudit, hein? T'es mieux qu'on dise aux gars qu'ils peuvent plus avoir ce qu'ils ont toujours eu depuis 30 ans, tabarnak. Ils peuvent pas avoir leur maudit 3 après une semaine de grève, avec tout l'argent que la compagnie fait. Après 2 mois de grève, tu pourrais leur dire ça. Tu pourrais même me convaincre, moi. Mais après une semaine, qu'on dit pas. C'est ça que j'appelle trahir les gars. Je dis pas que tu trahis les gars, ni que le comité les trahit. Je dis que moi, je les trahis si je recommande cette cochonnerie-là. C'est nous autres qui ont mis les gars dans la rue. Écoute-moi bien, mon ami. Puis c'est pas Rod Andrew qui te parle. J'ai joué au dé avec Yakoka et on a eu une pièce et 15. Puis ça nous a coûté une usine de moteur. Oublie pas ça. Je jouerai plus au dé pour 10 cents ou 20 cents de plus. Pour perdre des jobs. Je veux dire à la compagnie, on s'est battu pour un principe. On avait raison. On a trouvé un terrain d'entente, on a eu notre argent. On retourne au travail. Économiquement, l'arrangement a du sens. Maintenant, parlons de notre avenir. J'ai pas changé d'idée. Écoutez, les gars. Tous ceux qui acceptent la proposition, qui veulent que ça bouge, levez la main droite. Après 5 heures de débats orageux, White a l'avantage. Bob White, le directeur du syndicat canadien, dit que le syndicat s'est mis d'accord sur une formule qui permettra des négociations sérieuses. Il dit aussi qu'il est optimiste pour la première fois depuis le début de la grève. Les négociations doivent reprendre demain matin. 2 jours plus tard, White et Andrew se retrouvent à la table des négociations pour la dernière fois. C'est une nouvelle proposition remarquable, innovatrice et authentiquement canadienne. Après 4 mois de combats exténuants, Andrew reconnaît la défaite de GM sur le principe fondamental des négociations de 84 et accorde officiellement à White ce pourquoi il s'est battu si fort. Du TUA, nous abolissons les primes et accordons une augmentation de façon continue sur une base de 25 cents l'heure aux travailleurs canadiens. SCA. Le matin du 29 octobre, Brian Blakeney et les travailleurs d'Oshawa arrivent au centre communautaire pour approuver ou rejeter le nouveau contrat. Il y en a du monde. Craignant que les rivalités politiques locales puissent nuire au vote, White s'est rendu à Oshawa pour surveiller le déroulement des événements. Les gars, je comprends les histoires de politique locale. Je suis dans le milieu depuis assez longtemps. Mais oublions les désaccords internes pour l'instant. Pensons à tout le syndicat. Ou bien vous approuvez le contrat, ou bien vous décidez de continuer la grève. En 1984, la direction de GM voulut prétendre que les intérêts des travailleurs et les intérêts de la compagnie n'étaient qu'une seule et même chose. Bob White n'était pas d'accord. Pour le prouver, il affronta à la fois la plus grande entreprise industrielle du monde et le plus puissant syndicat américain. Il semble avoir gagné. Reste à savoir si, pour des travailleurs comme Brian Blakeney, il y aura éventuellement un prix à payer. Si GM, confronté au syndicalisme traditionnel, continuera d'investir massivement au Canada, et si les travailleurs canadiens de l'automobile devront désormais rivaliser directement avec leurs frères américains pour garder leur emploi. Let's go back to work. Pour l'instant, au Royal York, Bob White savoure sa victoire, alors que les résultats du vote lui parviennent de tous les coins du pays. 85,7, ouvrier 71,3. 85? Oui, on a une moyenne de 87,5 jusqu'ici. 87,5 Je savais qu'on l'aurait. On l'attend. White l'attend présentement. Appelons le local 1163. Nick? St. Catharines, 89,9. Ouvrier qualifié, 91,7. 91? Tu serais capable de vendre n'importe quelle cochonnerie, toi? Il va nous appeler, les gars, alors appelez-le. OK, John. Bye-bye. Parfait. Donne-nous les résultats aussitôt.
Pour Sainte-Thérèse, il dit qu'on a 75 %. Qui c'était, Johnny? C'est Pierre Lepage. Il dit que c'est pas facile, mais qu'on aura 75 %. Appelle Trim. Moran, c'est parti. Appelle Wendy. Avant d'affronter les médias, White téléphone à Rod Andrew pour lui dire que la grève est terminée. Pourquoi tu vas pas t'acheter un cornet à 2 boules? Où tu vas? En même temps, mets donc le CEP sur 3 ans au lieu de 5. OK. Talk to you. Félicitations. T'es dur, mais t'es bon. Dur, mais constant. Le nouveau contrat est approuvé avec une majorité écrasante. 12 jours après avoir déclenché la grève, White y met officiellement fin. Et 36 000 travailleurs canadiens de l'automobile retournent à leur poste sur les chaînes d'assemblage de General Motors. Well. Je me sens bien. Dès que je me sens bien. Faut que j'appelle ma mère. Elle m'a téléphoné samedi soir et j'ai complètement oublié. Moins de 6 semaines après la fin des négociations de 1984, commencent les procédures de divorce entre les syndicats américains et canadiens des TUA. Le motif? Incompatibilité. L'action n'est pas contestée.